Alors, le but de cet exercice, c'est déterminer l'indice de réfraction d'un liquide en utilisant un dispositif composé seulement d'un prisme. Alors ici, comme si nous allons utiliser, un prisme afin de déterminer l'indice de réfraction d'un liquide, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un prisme. Alors, en mathématiques, un prisme, c'est un solide formé de trois faces rectangulaires et deux bases triangulaires. Voilà, ici nous avons deux faces qui sont triangulaires. J'ai mal dessiné ce prisme, mais rappelons qu'il est en trois dimensions. Mais en général en physique, on le schématise. Donc A, B, C, A', B' et C'. Il est composé de deux bases, A, B, C et A', B', C'. Et trois faces qui sont rectangulaires. Ce sont des rectangles A', B', B et C', A'. Et l'autre face, c'est la face en dessous, donc c'est B', C' et C. Voilà, c'est en général, c'est la forme d'un prisme. Et ce qui caractérise donc un prisme, c'est l'angle A. Ici, dans cet exemple, l'angle A de ce prisme, c'est 90 degrés, c'est-à-dire pi divisé par 2. Donc, dans cet exercice, on a schématisé seulement une base de ce prisme, c'est la face ABC. Alors, un rayon arrivant sur l'une de ces trois faces, donc arrivant sur la face AB, et donc il frappe cette surface, c'est la surface de séparation des deux milieux. Donc on dispose ici une goutte liquide d'indice N que l'on cherche à déterminer à travers de ce dispositif. Donc, et l'indice du prisme est noté grand N, que l'on connaît déjà, c'est 1,625. Donc si on dispose une goutte liquide ici, en choisissant le point I ici, on peut donc orienter le rayon incident de telle façon à obtenir l'angle d'incidence. Donc d'après la définition, l'angle d'incidence, en imaginant que nous avons deux surfaces, donc deux milieux d'indices différents. Ici, un milieu d'indice 1, N1 et un milieu d'indice N2. La normale, ou bien l'indice, ou bien l'angle d'incidence, c'est l'angle formé par le rayon. Si on imagine que nous avons un laser et donc on voit la lumière, le rayon de la lumière arrive comme ça, donc sur cette surface de séparation qui sépare le milieu 1 du milieu 2. Donc la lumière arrive comme ça à ce point. Il faut toujours dessiner la normale à cette surface de séparation, la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire à cette surface, et l'angle d'incidence, c'est l'angle formé par le rayon incident et la normale à la surface de séparation. Ici, l'angle d'incidence, c'est l'angle formé par le rayon. Ici, c'est le rayon en incidence normale. On peut donc on peut varier cet angle, c'est-à-dire on peut donc chercher à orienter donc l'appareil qui émet de la lumière monochromatique de telle façon à obtenir cet angle limite, à obtenir l'angle limite, c'est-à-dire l'angle, cet angle, on veut donc cet angle est égal à pi divisé par 2. C'est-à-dire on peut donc varier la disposition, l'appareil qui émet la lumière
afin d'obtenir cet angle est égal à pi divisé par 2. Et si on arrive donc à orienter la lumière incident par rapport à le normal pour obtenir un angle incident, en incidence, l'angle d'incident est égal à pi sur 2 ou bien 90 degrés, on dit que qu'on est arrivé à l'incidence rasante. Voilà, ici maintenant on travaille dans le cas où nous avons une incidence rasante, c'est-à-dire l'angle d'incidence est égal à 90 degrés. Toujours l'angle d'incidence, c'est l'angle formé par le rayon, ici le rayon incident et la normale à la surface de séparation. La surface de séparation ici, c'est cette portion. Donc ici les deux milieux. Toujours ici nous avons l'air, ici nous avons une goutte liquide, et ici nous avons donc la matière qui forme ce prisme. Alors ici nous avons trois milieux, mais on va donc se concentrer sur les deux milieux, c'est-à-dire le liquide, la goutte liquide, la goutte de liquide et aussi le prisme lui-même. Donc c'est tout simplement cette surface de séparation. Donc si on arrive à trouver une incidence normale, donc voilà la lumière arrivant au point I, puisque ici nous avons deux indices les deux milieux en deux indices différents, n est différent de grand N, donc on aura une déviation de quoi? Une déviation de sens de la propagation de la lumière. Donc soit la lumière va dévier vers le point A ou bien vers le point C selon donc le rapport défini par petit n divisé par grand N. En général, la formule que l'on utilise si nous avons deux indices de réfraction N1 et N2, la normale ici, en imaginant que nous avons ici un rayon lumineux, un rayon en incidence, ici si l'angle d'incidence, donc nous avons deux cas. Si N1, donc N1 pour le milieu 1, pour le milieu 1 on a toujours N1 et 1, donc N1 et 1. Ici nous avons N2 pour le milieu N2. Si nous avons ici au début nous avons N1 est supérieur à N2, donc I2 sera donc supérieur à I1. Il faut toujours inverser les deux grandeurs. Si la grandeur donc du milieu 1, la grandeur du milieu 2, et on conserve les deux symboles. Voilà, si n est supérieur à n2, c'est-à-dire le rapport n1 divisé par n2 est supérieur à 1, on aura donc I2 est supérieur à I1. Donc I2 permet de déterminer le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire la déviation. En quel point va dévier ce rayon? Est-ce qu'il va dévier en bas ou bien en haut? Ici nous avons I2. I2, qu'est-ce que c'est I2? I2 c'est l'angle formé par le rayon immergé ou bien réfracté par rapport à la normale. Donc ici comme I2 est supérieur à I1, on aura le rayon émergent. Il sera donc dévié comme ça. Et on arrive donc à trouver à quoi est égal I2. Donc I2, puisque I2 est supérieur à I1, et si à travers de cette condition, on est arrivé à déterminer le sens de déviation des rayons émergents. Donc si pour cela, si on connaît déjà le rapport petit n divisé par grand N, on peut donc savoir où il va se dévier le rayon en incidence rasante. Donc ici dans ce cas,
elles ont nous donné le rayon incident et le rayon émergent, puis le rayon émergent à travers de la deuxième surface de séparation. Ici nous avons l'air, et par la suite le but de cet exercice est déterminer à quoi est égal petit n. Donc pour cela, on va donc appliquer la formule de Snell-Descartes en 2 points. Donc en I, au point I. Donc au point I, le point I ici et le point J ici. Donc au point I, on a l'indice du premier milieu, c'est-à-dire le premier milieu ici, c'est le liquide. Donc l'indice de la goutte liquide, c'est N, et l'angle d'incidence, l'angle des rayons incidents, donc c'est tout simplement I est égal à Pi divisé par 2. Donc N multiplié par sinus Pi divisé par 2 est égal à grand N multiplié par sinus alpha. Aussi, on peut appliquer la formule de Snell-Descartes au point G. Donc, au point G, ici, au point I, au point G. Aussi, nous avons ici l'angle d'incidence toujours par rapport à la normale. Vous voyez ici la normale par rapport à quoi? Il faut toujours définir quels sont les deux milieux que l'on veut étudier. Donc ici, nous avons le premier milieu, deuxième milieu. Ici, premier milieu, deuxième milieu. Donc toujours, il faut chercher où il se trouve la surface de séparation qui sépare les deux milieux, le milieu 1 et le milieu 2. Ici, nous avons le milieu 1 et le milieu 2. Voilà, la normale à la surface de séparation, ce que j'ai dessiné ici. Donc la normale, c'est-à-dire qui forme l'angle Pi divisé par 2. Voilà, c'est cette droite qui permet donc c'est cette droite qu'on appelle la normale à cette surface de séparation. Par contre, ici, nous avons au point G le milieu 1 et le milieu 2. Le milieu 1, c'est le vert. Le milieu 2, c'est l'air. Et quelle est la surface qui sépare les deux milieux, l'air avec le vert? C'est AC. C'est tout simplement AC. Il faut donc dessiner la normale au côté AC. Donc la normale, ça sera comme ça. Et toujours, on définit donc l'angle d'incidence par rapport à la normale. C'est-à-dire le rayon émergent ici, que l'on va considérer comme un rayon incident au point G, et qui va donc émerger au point G à travers de cette surface de séparation. Donc il va sortir ici pour former l'angle θ, donc des rayons émergés avec la normale à cette surface de séparation. Donc on écrit ici la loi de Snell-Descartes, si grand N multiplié par sinus bêta est égal à 1 multiplié par sinus θ. Donc si grand N multiplié par sinus bêta est égal à 1 multiplié par sinus θ. Si vous voyez bien, nous avons grand N, mais ici nous avons alpha et ici nous avons bêta. Et nous avons une relation qui lie entre les deux angles alpha et bêta. Si vous voyez bien, si vous connaissez donc quelques formules pour deux droites parallèles et ainsi de suite. Si nous avons deux droites D1 ou bien D avec T, on considère donc ainsi de suite.
les angles internes. Donc, les angles alternes internes ont la même mesure. Donc, les angles alternes internes alternés par rapport à cette droite, et à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur par rapport aux deux droites qui sont parallèles, sont de même mesure. Donc, ici nous avons deux droites qui sont parallèles. Ici nous avons un angle droit. C'est pour cette raison on utilise ici dans ce dispositif, on utilise un prisme d'angle A est égal à pi divisé par 2. Donc ici nous avons un angle droit et la normale à ce côté AC, à cette face, donc sera donc parallèle à AB, parce que AB, la face formée par la droite AB, est donc perpendiculaire à cette face latérale. Donc on aura cette droite est parallèle à cette droite, et voilà la séquence de ces deux droites qui sont parallèles. La séquence sera donc IG. La droite IG, c'est la séquence des deux droites. C'est pour cette raison on dit que alpha, ce petit alpha, donc l'angle alpha, l'angle ici est égal à cet angle ici. Donc ici, on aura alpha. Et de la même manière, ici on aura bêta. Parce que tout simplement ici, nous avons deux parallèles. Donc AC et la normale en I, à sa surface de séparation, sont parallèles, et IG et la séquence de ces deux parallèles, on aura donc cet angle est égal à cet angle. Donc parce que bêta avec cet angle, ce sont deux angles internes, alternes, internes, alternés par rapport à cette séquence, et interne qui se trouve à l'intérieur de ces deux droites qui sont parallèles. Voilà. Si on arrive à avoir donc ces deux angles, à quoi est égal cet angle et à quoi est égal cet angle, on arrive donc à trouver une relation que l'on va utiliser. Donc c'est alpha plus bêta est égal à pi divisé par 2. Parce qu'ici nous avons un triangle, et sachant que la somme des angles d'un triangle vaut pi, donc ici nous avons pi divisé par 2. Donc ces deux angles sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire leur mesure donc la somme de leur mesure vaut pi divisé par 2. Remplaçant ici, soit je remplace bêta par alpha par pi divisé par 2 moins alpha, ou bien on remplace alpha par pi divisé par 2 moins bêta. Donc ici on cherche à quoi est égal n. Rappelons que n est égal à grand N, parce qu'ici sinus pi divisé par 2 c'est 1, sinus 90 degrés c'est 1, donc est égal à 1 sinus alpha. À quoi est égal n sinus alpha? Maintenant n sinus alpha, je remplace alpha par pi divisé par 2 moins bêta, c'est n sinus bêta, ou bien c'est pi divisé par 2 moins bêta, on aura donc ça va me donner cosinus, donc c'est cosinus bêta. Donc n est égal à cosinus bêta, parce que tout simplement sinus A moins B, c'est sin cos, sin A cos B moins sin B cos A. Et voyons ici, A c'est pi divisé par 2, donc sin pi divisé par 2 multiplié par cos bêta, c'est 1 multiplié par bêta, c'est tout simplement cos
bêta, moins cosinus p divisé par 2, c'est 0. 0 multiplié par sinus bêta, donc c'est 0. On aura n est égal à n, grand N. Ici, c'est cosinus bêta. Et rappelons ici, nous avons une autre formule. Donc, cosinus bêta est égal à donc si sinus bêta au carré plus cosinus bêta au carré est égal à 1. On arrive à trouver à quoi est égal cosinus bêta, c'est plus moins racine carrée de 2. Donc si n racine carrée de 1 moins sinus bêta au carré. Donc voilà, c'est 1 moins sinus bêta au carré. Si on arrive maintenant à chercher à entrer le n à l'intérieur de la racine carrée afin d'apparaître ce coefficient, donc n multiplié par sinus bêta, donc elle va nous donner sinus θ. Donc c'est tout simplement racine carrée de n au carré, racine carrée de n au carré, moins n au carré, sin bêta au carré. Donc on trouve racine carrée de n au carré. N au carré sinus bêta au carré, c'est tout simplement sinus θ au carré, moins donc ici, en arrivant à cette expression, on a exprimé petit n en fonction de grand N sinus θ. Alors, la valeur de sinus θ, il faut donc déterminer la valeur de sinus θ. Voilà, nous avons une formule très importante, d'après la formule de Snell-Descartes. Donc, si nous avons deux milieux de séparation, deux milieux avec une surface de séparation, donc ici nous avons I1, le milieu 1, le milieu 2, N1, IN2. Voilà les paramètres du deuxième milieu, paramètres du premier milieu, paramètres du deuxième milieu. Voilà, les paramètres, ce sont donc l'indice de réfraction et l'angle d'incidence et l'angle émergent. Donc voilà, combien de surfaces de séparation ici? On a déjà travaillé sur cette surface et on a travaillé sur cette surface. On va utiliser donc ces relations pour manipuler ces formules. Il faut toujours écrire les paramètres des premiers du premier milieu et du deuxième milieu. Et connaissant quelques grandeurs, il faut mettre donc soit on met les indices au premier, les indices des deux milieux. Il faut comparer les indices des deux milieux et par la suite on déduit une comparaison des angles. Alors ici, premièrement, on connaît l'indice du deuxième milieu, grand N. Et on cherche la valeur minimale de l'indice de réfraction du liquide. C'est-à-dire, N doit être minimal. Donc, petit n doit être minimal, c'est-à-dire petit n doit être inférieur à grand N. Donc, petit n doit être inférieur à grand N. Et donc ici, nous avons une incidence normale. Incidence normale, c'est la valeur limite de l'angle d'incidence. La valeur limite, c'est P divisé par 2. Donc, si P divisé par 2, c'est normal. P divisé par 2 est supérieur à n'importe quel angle d'incidence qui n'égale pas à P divisé par 2. Comme elles sont liées donc par la formule de Snell-Descartes, donc P divisé par 2 est très supérieur devant alpha. Voilà la première formule. Et deuxièmement, en arrivant au deuxième surface de séparation, donc ici nous avons
l'indice de ce milieu c'est 1, parce qu'ici nous avons l'air, et ici nous avons l'indice du milieu, le vert, c'est 1,625. Donc ici nous avons grand N est supérieur à 1. Voilà. Nous écrivons maintenant encore les paramètres du milieu. Donc c'est le milieu 2 et le milieu 3. Donc ici le milieu 3 c'est l'air. Donc l'air c'est 1. Et l'angle dans l'air c'est θ. Donc θ. Et l'indice du deuxième milieu c'est grand N. Voilà. Ici nous avons le symbole supérieur. Donc le milieu, l'indice du deuxième milieu est supérieur à l'indice du troisième milieu. Et on déduit que l'angle ici, l'angle du deuxième milieu, donc c'est bêta. Donc il sera, ici nous avons supérieur, elle sera inférieur. Il faut toujours inverser ces deux symboles et garder les paramètres de chaque milieu. Milieu 2, milieu 3. Nous avons l'indice et l'angle d'incidence. Encore, ici nous avons une autre formule. Donc alpha plus bêta est égal à pi divisé par 2. On cherche à alpha doit être minimal. Donc alpha doit être minimal correspond à bêta doit être maximal. Minimal, sachant que alpha varie entre 0, exclu, et pi divisé par 2, exclu. Donc, puisque ici nous avons un triangle, donc par définition un triangle, toujours il faut avoir des angles non nuls pour avoir un triangle. Donc, bêta plus alpha sont des angles complémentaires. Alpha minimal, c'est-à-dire bêta tend vers, donc il est proche de pi divisé par 2. Il est proche de pi divisé par 2. Donc bêta max. Déjà bêta max, il est inférieur à θ max. Et inférieur à θ. Donc θ doit être max. Donc θ doit être supérieur devant bêta. Et sachant que bêta plus alpha, donc la somme de alpha plus bêta est égale pi sur 2. Donc ici nous avons un triangle. On ne doit jamais voir alpha ou bien bêta est égal à 0. Donc bêta doit être très inférieur devant θ. C'est-à-dire θ doit être à peu près égal pi divisé par 2. Donc on arrive donc à approximer θ max tend vers pi sur 2 pour avoir n minima. On écrit donc n min est égal à racine carrée de 1 moins sinus θ max. Donc si sinus pi divisé par 2, sinus pi divisé par 2 c'est 1. Donc 1 au carré c'est 1. Donc ici, rappelons que nous avons grand N. N au carré. Et remplaçons maintenant grand N par cette valeur. On aura donc 600. Donc c'est 1,625. Tout calcul fait. Vous allez trouver donc 1,28. Donc n est égal à 1,28. 28. Et voilà pour cet exercice. L'indice de réfraction est une grandeur sans unité. Donc ici, nous avons travaillé sur un dispositif qui permet d'identifier, qui permet de mesurer l'indice de réfraction d'un liquide. On utilise des approximations donc, pour trouver l'indice minimal d'un liquide, c'est-à-dire donner une marge donc, pour l'indice de réfraction d'un liquide. Aussi, ce dispositif
peut être utilisé pour identifier un liquide. Il y a des problèmes où il vous donne plusieurs liquides et chaque liquide est caractérisé par son indice de réfraction et donc il vous demande d'identifier le liquide qu'on a utilisé ici pour déterminer son indice de réfraction.